Hello, c'est François et welcome back sur le podcast Pourquoi. Comme tu le sais, Pourquoi, c'est le podcast qui traite de la prise de décision. Prise de décision managériale, entrepreneuriale, création, créative, on traite de tous ces sujets-là. Si tu t'es déjà posé la question comment prendre une décision ou est-ce que ma décision est bonne, tu es au bon endroit. Allez, je te propose qu'on passe directement à l'échange que j'ai eu avec mon invité du jour. C'est parti. Super, c'est parti. Prêt ? Oui, je suis prêt. Bon bah Olivier, merci de m'accueillir. C'est des dispositions un peu particulières par rapport à mon podcast habituel, mais parce que faut que j'explique très rapidement. Mais on va y venir. Hein. Olivier, toi, t'es vidéaste et tu vas nous décrire un peu ton métier, mais tu m'accueilles là très gentiment dans ton studio et en plus on est filmé. Bonjour à la caméra. Oui. Donc c'est très très sympa. Ce podcast va être un peu particulier par rapport à ce que je fais d'habitude, parce qu'on va parler de toi, mais on va parler notamment d'un sujet qui t'intéresse, qui est un peu, je veux dire, déconnecté par rapport à ton métier, mais donc tu es très connaisseur, c'est la manipulation. Oui. C'est ça. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, je propose que peut-être tu te présentes qui tu es, Olivier. Alors, qui je suis ? Donc, je suis Olivier, 41 ans. Je suis le dirigeant du Studio des Arts Numériques, qui est une agence de communication. On est spécialisé en production vidéo et photo pour les entreprises. Mais on fait aussi des sites vitrines, parce qu'en fait, on a pu remarquer qu'il ne suffisait pas de produire des vidéos, qu'en général, les gens après, les clients ne savaient pas forcément quoi en faire. Donc, on propose toute une solution d'accompagnement donc des entreprises dans leur communication, mais vraiment orientée audiovisuel, photo-vidéo. Et vous êtes dans le sud de Rennes, notamment avec un studio photo et vidéo. En plus. Exactement. On a un grand studio vidéo de 100 m², et un studio photo de 65 m² qu'on propose à la location et qui peuvent nous servir aussi à faire des lives. Alors là, aujourd'hui, on n'est pas en live, mais on aurait pu l'être sur Teams ou Google Meet. Et on propose aussi des solutions pour les entreprises pour communiquer en live à leurs salariés, leurs collaborateurs. Voilà. Et ça va rejoindre un peu notre sujet, mais t'as pas été, pour parler un peu plus de toi, pour comprendre d'où tu viens, t'as pas toujours été dans ce monde-là. Toi, t'as eu une première carrière qui était tout à fait différente. Alors oui, parce que j'étais dans l'enseignement, j'étais professeur de français dans le secondaire pendant 11 ans, et je me suis reconverti en 2021. Donc j'ai arrêté l'enseignement en juin 2021 pour être du coup entrepreneur. Et comment alors ça va m'amener à deux questions, mais une première question que j'aime bien poser en début de podcast, comment tu te définis ? C'est-à-dire comment Comment toi aujourd'hui, quand tu dois te présenter à quelqu'un, tu te définis ? Professionnellement ? Ouais, professionnellement, ouais. Je dirais que je suis dirigeant d'une agence de communication. C'est okay. Ça, entrepreneur, dirigeant d'une agence de communication. Okay. Voilà. Et ce qui est intéressant, parce que tu vois, on parlait il y a 2 minutes là, de ton changement de carrière. Moi, d'habitude, mon podcast, c'est plutôt dirigé vers ce sujet-là, de comprendre pourquoi tu as changé de carrière et comment tu prends tes décisions en tant que chef d'entreprise. Et je ne vais pas résister à la tentation de te demander pourquoi, en fait, tu as changé de carrière, en fait. Alors, j'ai changé de carrière parce que... plusieurs raisons. Déjà, je dois remercier mon associé, Stéphane Lerouzès, qui m'a permis donc d'investir autant dans cet outil, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi ici, qui m'a fait confiance pour co-créer avec lui cette agence. Et ensuite, j'avais un petit ras-le-bol de l'enseignement. Alors, le truc avec l'enseignement, c'est que déjà, alors ça va en faire bondir certains, mais c'est finalement tout le temps un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un professeur de 30 ans ou un professeur de 50 ans, finalement, on a le même quotidien. On va au lycée, on a les mêmes réunions, à peu près les mêmes projets, etc. Même si, évidemment, chaque jour est différent parce que selon les élèves, les choses peuvent être différentes. Mais à l'échelle de la vie, à l'échelle de la progression professionnelle, eh bien, finalement, c'est relativement linéaire. On sait exactement quelle grille de salaire, enfin, selon la grille de salaire, on sait exactement quel salaire on aura, on sait à peu près, finalement, quel métier on aura dans 20 ou 30 ans. Quand on commence ce métier. Ce qui peut être rassurant, hein, c'est vrai que c'est rassurant et ça plaît à plein de gens parce qu'ils peuvent s'épanouir évidemment dans ce métier-là et puis certains vont avoir une progression ailleurs.
dans leur vie, par exemple, personnelle, dans leur passion, etc. Mais moi, je ressentais le besoin un petit peu de me mettre en danger professionnellement et de ne pas savoir où j'allais. J'avais envie de cette idée de, finalement, je commence quelque chose et dans 3 ans, 5 ans, dans 10 ans, eh bien, je serai forcément ailleurs parce que l'entreprise, c'est très mouvant, ça bouge beaucoup, selon le recrutement, selon les projets, selon les clients. Et déjà, là, en l'espace de 2 ans et demi, eh bien, finalement, ma conception, mes projets ont déjà beaucoup évolué. Je ne fais pas du tout ce que je pensais faire il y a 2 ans. Donc ça, c'est une dynamique que j'aime bien. Et c'est pour ça que j'ai quitté l'enseignement. C'est pour un peu me challenger. Et voilà. Okay. C'est ma raison principale. Après, il y en a d'autres, mais c'est la raison principale. Ouais. Et je reviens sur cette expérience d'enseignement parce que, et on en vient à notre sujet du jour, qui est la manipulation, pardon, c'est dans ce contexte que tu as t'as commencé à te mettre dans ce sujet de la manipulation. Oui, alors c'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps parce que c'est extrêmement... on n'entend pas trop les bruits. C'est les bruits là, de toiture avec le vent. On verra. Alors, qu'est-ce que je voulais dire ? La manipulation, elle est partout. Et c'est extrêmement puissant. C'est un outil, quand on sait l'utiliser, qui a un impact énorme sur les relations sociales, sur les décisions que peuvent prendre les personnes dans notre intérêt ou dans notre désintérêt. Et donc, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé. Et tenir une classe de 30 jeunes de 14, 15 ans qui ils ont rien à secouer de ton cours, ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres intérêts, et pendant 1 heure ou 2 heures, on doit leur parler de Maupassant, de Victor Hugo, et c'est franchement un challenge à chaque fois, à chaque heure, de réussir à embarquer toute une classe d'élèves autour d'un sujet qui a priori ne les intéresse pas du tout. Et il y a différentes stratégies, les professeurs utilisent différentes stratégies. Il y a ceux qui vont utiliser, par exemple, l'effet gourou. On se rapproche un peu de la manipulation. Je connaissais une prof comme ça, qui avait une très forte personnalité et qui réussissait à embarquer les élèves dans son environnement, dans son monde, parce qu'elle avait une très forte personnalité et ça suffisait pour finalement impressionner les élèves. Il y a des professeurs qui vont jouer sur la rigidité. C'est-à-dire qu'ils appliquent le règlement à la lettre. Mais ce sont des personnes qui sont comme ça par nature, on ne peut pas se l'inventer. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont être procédurières dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que c'est des personnes qui appliquent le règlement de façon bête et méchante. Et quand les élèves sentent finalement que le professeur, froidement, il applique le règlement, c'est-à-dire que je ne rends pas le devoir, paf, la sanction elle tombe, je ne fais pas ceci ou cela, la sanction tombe. Ça peut fonctionner aussi. Ce truc-là, d'appliquer froidement le règlement, mais alors faut le faire vraiment parfaitement. Faut pas qu'il y ait une seule interstice. D'autres techniques, ça va être par exemple sur la maîtrise intellectuelle de son sujet. Ça fonctionne aussi un petit peu. C'est-à-dire qu'on est tellement en maîtrise de son sujet qu'on a une réputation dans l'établissement d'être particulièrement cultivé, particulièrement connaisseur de son sujet. Et cette réputation, elle se suit d'année en année. Et finalement, les élèves, quand ils rentrent dans la classe, ils sont impressionnés par monsieur un tel, qui est une référence un petit peu dans sa discipline. Ça peut se faire aussi. Je connaissais un professeur donc dans un lycée à Saint-Brieuc. J'avais assisté à l'un de ses cours. Et en fait, il avait une tellement bonne réputation auprès de l'institution que ça se reflétait dans sa classe. Il n'avait pas forcément besoin de beaucoup d'autorité dans la classe, parce qu'il y avait une sorte d'autorité naturelle qui se dégageait de sa personne. Okay. Et ça, c'est difficile, c'est long à construire parce que il faut acquérir un statut, et ça se fait en général pas tout de suite, quoi. Ça met quelques années à années. Donc il y a différentes stratégies. Certains vont jouer sur le côté un peu mamie. Alors ça vient quelquefois avec l'âge. Le côté très rassurant, un peu maman ou mamie ou papy. Alors j'exagère un petit peu, hein. Évidemment là je fais des gros raccourcis parce que c'est pas le sujet, mais c'est des profils caractéristiques. Mais j'ai aussi une collègue qui était une amie qui jouait un petit peu sur cette carte-là. C'est-à-dire que elle prenait soin de ses élèves. J'ai failli dire enfants, mais c'est un petit peu un lapsus révélateur. Et pareil, les élèves appréciaient ce côté rassurant, peut-être un petit peu maternant de cette professeure. Ça fonctionnait aussi. Elle jouait sur
la sympathie. Et puis, moi, je me reconnaissais dans aucun de ces schémas parce que je suis pas quelqu'un d'extrêmement rigide. Et alors respecter le règlement à la lettre, je sais que j'y arriverai pas parce que je savais que les élèves allaient trouver d'une façon ou d'une autre de négocier et que j'allais me laisser avoir. Le côté gourou, non plus aussi. Je me voyais pas trop arriver avec une très forte personnalité et puis réussir à embarquer les élèves dans mon univers. Ouais. Et donc, finalement, c'est la lecture d'un livre, Oser les Russes de l'intelligence, je pourrais donner le nom de l'auteur. Et c'est la lecture de ce livre qui m'a amené à cette autre stratégie qui est en effet d'utiliser des outils de manipulation et d'influence pour finalement avoir des classes qui fonctionnent et qui me suivent dans mon cours. Voilà. Okay. Et donc, c'est plein de petits outils qui, utilisés au quotidien avec les élèves, les amènent à finalement... participer au cours et apprécier le cours, quoi. Que je donne un peu de contexte parce que pourquoi aujourd'hui on fait ce podcast parce que moi c'est plutôt la prise de décision et la manipulation, c'est parce que on est tous les deux dans un réseau qui s'appelle le CBC et tu as fait une conférence sur la manipulation et en fait quand tu as parlé parlé de manipulation, j'ai retrouvé plein de trucs que moi je lis dans les prises de décision et je me suis dit il y a un truc, c'est interconnecté. Et c'est vrai qu'à un moment, tu as dit, c'est vrai que... Alors, je devais le dire avec mes mots, tu auras peut-être des mots un peu plus... d'autres mots, mais moi, je me rappelle que tu as dit quelque chose comme, en fait, la manipulation, c'est tu influences des décisions sans que la personne le sache. Oui, moi, c'est l'objet. Et en fait, je me suis dit, c'est vachement intéressant. Et c'est pour ça que je t'ai proposé de faire ce podcast, parce que moi, ça m'intéresse vachement. Mais avant que tu m'expliques un peu et qu'on rentre un peu dans le détail de comment la manipulation marche, j'aimerais bien qu'on définisse un peu ce que c'est. C'est très académique, mais qu'est-ce que c'est la manipulation ? Parce qu'il y a beaucoup de fantasmes, il y a beaucoup de choses où on voit beaucoup de vidéos, de films où on a l'impression que les gens, je vais prendre un truc très très con, mais se font hypnotiser puis ils vont faire des actions contre leur gré. Tu vois, oui, on peut parler de manipulation. Alors que pour moi, la manipulation, et de ce que j'ai compris de la conférence, c'est pas tout à fait ça quand même. Non. Alors, la manipulation fait partie de la communication. Je expliquais dans la conférence que même les chats nous manipulent parce que les chats dans la nature, les chats sauvages ne ronronnent pas. Et donc, il s'est avéré au fur et à mesure de l'évolution de ces animaux-là que ceux qui ronronnaient avaient plus de sympathie de la part des humains et donc étaient davantage protégés de la part des humains. Et donc, finalement, c'est un trait caractéristique qui restait que de ronronner pour avoir la sympathie de l'humain et donc avoir sa protection. Donc finalement, les animaux entre eux se manipulent et les animaux aussi manipulent les humains parce que l'idée c'est que quand on communique, on communique pour faire passer des messages, mais aussi on communique en général dans son intérêt, pour obtenir des choses ou pour obtenir des bénéfices dans son intérêt. Et donc la manipulation fait partie des relations sociales parce que on cherche tous plus ou moins à bénéficier, à avoir des bénéfices sociaux et autres, quoi. Donc voilà. Donc tu remets bien ce cadre de manipulation dans la communication. Et aujourd'hui, nous, même ce que tu disais un peu dans la conférence, aujourd'hui, on peut manipuler à escient, mais aussi de manière complètement inconsciente. Ah oui, complètement. Ouais. Quand je dis que ça fait partie de la communication, c'est que ça fait partie de la communication, mais après, on en a plus ou moins conscience. Et après, si ça a une mauvaise réputation aussi, parce que vu que c'est un outil qui est puissant quand il est réfléchi, il y a quantité de personnes et de gouvernements qui l'utilisent justement à mauvais escient pour finalement dans leur intérêt à eux sans penser à l'intérêt de l'autre. Parce que c'est ça le truc, comme tous les outils. Est-ce que j'utilise cet outil juste dans mon intérêt, quitte à ce que ça crée des souffrances, ou est-ce que j'utilise l'outil dans mon intérêt, mais tout en ayant quand même de l'empathie, de l'intérêt pour l'autre, et que l'autre aussi s'y retrouve. Et on retrouve évidemment la manipulation dans le commerce, mais si vous vendez un produit parce que vous êtes persuadé que ce produit va apporter un bénéfice au client, le mal n'y est pas. Peut-être qu'on manipule en effet parce qu'il y a un intérêt pécunier, mais si finalement la personne avec votre produit ou avec votre service, sa vie est améliorée, tout le monde est content. Voilà, c'est ça le truc, quoi. C'est notamment ce que fait souvent d'ailleurs les communications institutionnelles, l'État, de manière où ils font des campagnes de publicité, ils essayent de manipuler dans un objectif qui est
alors je vais utiliser un mot que j'aime pas beaucoup, mais dans un bien commun, donc qui est normalement bon pour nous. Normalement, ouais. Après, bon, Ouais. Bah oui. il peut y avoir des variantes que tu nous avais présentées lors de la conférence qui peut être un peu particulières, mais bon. Et j'en viens à cette... comment toi tu ferais le lien entre manipulation et prise de décision, justement? C'est-à-dire que c'est Spinoza qui disait que... en fait, on a déjà, les choix sont tous déjà faits, simplement on ne connaît pas les circonstances qui ont fait qu'on fait ce choix. Dans la vie de tous les jours, les décisions qu'on prend, elles sont la plupart du temps influencées par d'autres, ça peut être par des gens, par notre passé, nos expériences et tout ça. Et le libre arbitre, il existe pratiquement pas en réalité. En réalité, on croit choisir alors qu'on ne choisit pas. On croit choisir alors qu'en fait, on est simplement le résultat de tout un conglomérat d'expériences, de relations, de discussions, voilà, tout un ensemble de choses qui nous amènent finalement à prendre ces décisions. Donc, par exemple, un truc tout bête, tu n'as pas de chaussures blanches, mais par exemple, moi j'ai des baskets blanches. J'ai cru un jour pour faire le choix entre différents types de chaussures et finalement choisir des baskets blanches. Mais on voit bien dans la rue, dans les restaurants, que la plupart des hommes aujourd'hui portent des baskets blanches. En tout cas, beaucoup d'hommes portent des baskets blanches. Et donc, si je trouve beau les baskets blanches, c'est parce que je suis tellement habitué à en voir que ça me semble maintenant beau. Mais finalement, est-ce que j'ai choisi vraiment en toute liberté de choisir mes chaussures ? En fait, non. Parce que c'est la mode, c'est l'effet de groupe qui m'amène à faire ce choix. Et ça concerne dans tous les domaines. La plupart des choses qu'on choisit, en réalité, on est influencé. On est orienté à faire ce choix. C'est effectivement, comme tu dis, je reprends ton exemple sur les chaussures, c'est l'effet de mode, où souvent on dit, je repense à un exemple très, très précis, alors ça, je vais donner un peu de mon opinion, mais souvent on parle des Crocs, ces chaussures là en plastique. Pendant très longtemps, ça a été les chaussures des Américains, pas jolies et tout ça. Et aujourd'hui, c'est un outil de mode et il y en a certains qui trouvent ça très joli et tout. Après, on n'aime pas, moi je m'en fiche, mais c'est là où je reviens sur. En fait, on les a tellement vus et ça a été tellement intégré dans les mœurs que on retrouve l'effet de groupe, on se dit, tiens, en fait, j'aime bien. Ouais. Alors qu'avant, je n'aimais pas, et que là, on retrouve peut-être une manipulation, justement, par ce biais, quoi. Ah oui, ouais, complètement. Et comment, toi, alors, si on rentre un peu dans les détails, parce qu'il y a quand même plusieurs types de manipulation. Comment on fait pour manipuler des gens, en fait ? Est-ce qu'il y a des boutons, des boutons, des actions, voilà. Comment tu ferais, toi ? Après, il y a différents degrés. Oui, bien sûr. Il y a la manipulation vraiment extrême, violente, qui amène, c'est typiquement tout ce qui est dérive sectaire et tout ça, dictature et autres. Ouais. Et en général, la manipulation, ce sont aussi les manipulations les plus efficaces, les plus spectaculaires, celles qui jouent sur la peur. Typiquement, si tu vas comprendre par cette petite histoire, ce schéma, je trouve pas le mot. Imagine là, je te dis, là il y a un gars qui part de Marseille, il vient pour te tuer. Voilà. Tu as peur, mais la peur, c'est pas une peur panique parce que il vient de Marseille, tu as le temps de te préparer. Donc, tu as le temps de réfléchir à toutes les options qui se présentent à toi. Alors, est-ce que je fuis ? Est-ce que je vais m'armer ? Est-ce que je vais me cacher ? Est-ce que je vais essayer de comprendre pourquoi il veut me tuer, etc. Tu as le temps de réfléchir à toutes les options. Donc, finalement, là, c'est assez... Tu vois ? Tu peux exercer ton intelligence. Par contre, je te dis, là, il y a en bas, il y a un gars, là, il vient pour te tuer, il est en train de monter les escaliers. Et en fait, t'es complètement bloqué. Et on peut faire ce qu'on veut de toi. C'est-à-dire qu'on te dit, François, cache-toi là. Ou François, fais ceci, fais cela. Tu vas tellement avoir peur que finalement, ton cerveau va chercher l'issue. Et c'est très facile, à partir de là, de te faire ce qu'on veut, parce qu'en fait, tu es dans une peur panique. Et donc, c'est ça, en fait. C'est dans ce type de manipulation-là, extrême, on va jouer sur la peur, parce que la peur, c'est typique, ça fait déconnecter l'intelligence. C'est que c'est lié à plein de choses, en fait. C'est lié, c'est ce que je disais dans la présentation, c'est lié à notre époque préhistorique.
on a vécu 200 000 ans parmi les animaux sauvages, dans des environnements qui étaient extrêmement difficiles, où la survie était compliquée, et que dans ces circonstances-là, les choix que l'on faisait, lorsqu'on avait extrêmement peur d'une bête qui arrivait, eh bien, le corps réagissait de façon instinctive. Il déconnectait l'intelligence pour faire quelque chose, parce que finalement, on est plus proche de la survie quand on fait les choses sans réfléchir, parce qu'on a peur et on fait quelque chose sans réfléchir. Tu vois ? Okay. Mais en fait, c'est lié à ça, en fait. C'est dans notre génome. C'est que quand on a extrêmement peur, l'intelligence, elle est déconnectée. On ne peut pas réfléchir et avoir peur en même temps. Et à une époque, ça nous a sauvé la vie. Parce que vous avez peur, vous courez. Le cerveau, il réfléchit même pas, on court, ou on se cache, ou on est tétanisé, etc. Et on avait plus de chances de survivre que si on prend le temps de réfléchir, et machin. Et là, celui qui prend le temps de réfléchir, il se fait becter par l'animal sauvage. Tu vois ? Et vu que ce truc-là, ce réflexe instinctif, il est resté en nous, eh bien, quelqu'un qui arrive à vous faire suffisamment peur, eh bien, il vous fait déconnecter l'intelligence et l'esprit critique, et à partir de là, vous êtes fragile, vous êtes fragilisé, parce qu'on profite à de ce moment-là. Oui. Et c'est marrant, alors je ne sais pas si mais tu vois, quand je te disais qu'on retrouvait des éléments de ce que moi je voyais dans la prise de décision, dans la prise de décision, alors, de manière très théorique, on dit qu'il y a un système 1 et un système 2. Le système 1 est celui qui marche tous les jours, tout le temps, et qui est un peu le système automatique. Mm-hmm. Et le système 2, c'est le système qui ne marche pas de manière de tout le temps, ce qui est convoqué et qui va, si je te pose un problème de maths très compliqué, qui va prendre le temps de réfléchir. Et voilà. Alors, lui est beaucoup plus consommateur d'énergie et tout ça, donc il n'est pas tout le temps actif. Et en fait, là, quand tu me dis, tu vois, avec la manipulation, le syndrome de la peur, je me dis, en fait, et je sais pas si je pense que mon allusion est correcte, mais je peux me tromper, c'est qu'en fait, tu surcharges le système 1 qui ne permet pas d'amener sur le système 2 et de vraiment analyser la situation. Mais tu restes sur le système 1, donc automatique, donc tu vas me suggérer quelque chose, je vais faire tout de suite ce que tu me suggères. Tu vois, c'est là où moi je retrouve vachement de trucs de prise de décision, et que ça c'est vachement intéressant de se dire que en fait, entre guillemets, en surchargeant le système 1, tu vas pouvoir manipuler. Oui, parce que en fait, le système 1, comme tu dis, c'est la pure émotion. Il n'y a pas de réflexion. Et quand on est dans la pure émotion, eh bien, à ce moment-là, oui, on est susceptible de faire ce qu'on nous demande de faire, quoi. C'est la pure émotion. Et c'est vrai que j'en parlais. Alors c'est l'époque du Covid a montré vraiment beaucoup de circonstances où on cherchait d'abord l'émotion auprès des gens. Et à partir du moment où les gens sont dans l'émotion, ils réfléchissent plus, quoi. Et donc, ils sont amenés à faire tout et n'importe quoi. Et on les accepte tout et n'importe quoi. Parce qu'il n'y a que l'émotion. Oui, parce que tu reprends l'exemple du Covid qui est vachement intéressant, parce que, en fait, 6 mois avant le Covid, on nous aurait dit, vous allez être confinés, enfermés chez vous pendant 2 mois, 3 mois. Tout le monde aurait dit, mais t'es fou, moi je ne vais jamais accepter. Et puis en fait, quand ça s'est arrivé, il n'y a pas eu de rébellion, en fait. Ah non, parce qu'on a réussi à faire peur aux gens, quoi. Ouais. C'est vrai. Alors au tout début, avec Delta, il y avait beaucoup d'inconnus, donc c'était quelque part un peu normal que les gouvernements s'inquiètent. Mais après, ça a duré, et la peur était entretenue. Alors après, moi, c'est mon point de vue, qui ne peut ne pas être partagé, mais les chiffres donnés étaient, à mon sens, en inadéquation avec toute la peur qui était entretenue par les journalistes, par les politiques et tout ça. Et voilà, quoi, c'est ça que... Puis ça me fait penser d'ailleurs, et on revient sur d'autres sujets de manipulation, que tu montrais la manipulation un peu par les chiffres et par les courbes graphiques. Je me rappelle d'un moment que dans ta présentation, tu présentais ça comme quoi, alors je ne sais plus dans quel événement c'était, ça représentait les courbes, mais tu nous montrais les perspectives sur les courbes, et comme quoi, en fait, on peut manipuler des gens à travers des infos en mettant certaines perspectives... Oui, parce que avec les chiffres, c'est extrêmement facile de manipuler, et aussi avec les graphiques. J'expliquais ça. Alors, il y a des vidéos très bien sur Internet qui montrent comment on manipule par les graphiques. Mais typiquement, c'est vrai que je prenais le cas d'un graphique qui prenait en fait en ordonnée, enfin le plus bas c'est ordonnée, oui, je crois, ordonnée abscisse.
l'ordonnée c'était 0, l'abscisse c'était 5000. Et ensuite, sur l'axe horizontal, c'était relativement réduit. Et donc, quand il montrait la courbe des contaminations, ça passait de 200 à 5000 en 2 mois. Et en fait, la courbe faisait une ascension vertigineuse sur le graphique. Et évidemment, on montre ça. Regardez la courbe des contaminations, comment elle augmente. C'est horrible. On va tous mourir. Et quand on voit une courbe comme ça qui monte de phase à, je sais pas, à 80 degrés, on se dit, bah oui, en effet, c'est catastrophique. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Mais il faut comprendre que le graphique, il était de 0 à 5000. Donc, il n'était pas à l'échelle de la population générale. Parce que, évidemment, que si on fait le même graphique de 0 à 67 millions, ben, on se rendrait compte que c'est rien du tout. Parce qu'un graphique de 0 à 67 millions, ben, 0 à 5000, c'est finalement rien. Et puis aussi, l'axe horizontal, si on l'étire, ben, finalement, cette courbe vertigineuse n'en est plus, puisque en fait, au lieu de concentrer sur 3 cm un an, on fait 3 cm de graphique. Cette fois-ci, cette même année, on l'étire sur 10 cm. Le graphique n'a plus du tout la même allure, puisque cette fois-ci, la courbe, au lieu d'être vertigineuse, ben, c'est une courbe qui monte de façon plus régulière. Et ça, les graphiques, il faut tout le temps s'en méfier. Et après, les graphiques, les camemberts, vous savez, les camemberts, là, quand on voit avec différents morceaux, ouais. Quand ils sont en 3D, le morceau de devant, il paraît plus grand, évidemment, que le morceau de derrière. Puisque quand on est en 3D, un camembert en 3D, l'avant-plan est plus important que l'arrière-plan. Donc si on veut mettre quelque chose en valeur, il suffit de tourner le camembert, c'est exactement le même camembert, hein, mais les 20%, au lieu de les mettre au fond, vous les mettez devant, et du coup, ils paraissent plus grands. Ça, c'est l'effet de perspective. Ouais. Donc, il y a plein de situations comme ça où avec des graphiques, des camemberts et autres diagrammes dans tous les sens, on peut manipuler les chiffres, leur donner une représentation impressionnante. Ouais. Et c'est très marrant parce que tu vois, moi je voyais que dans la prise de décision, comme quoi la manipulation, enfin, alors que je donne mon exemple, la manipulation peut arriver par plein de biais. Et c'est ça que je trouve ça hyper intéressant parce que là, tu vois, on a parlé de peur, on a parlé de graphique, on a parlé de chiffres. Pareil, je pourrais donner un exemple qui est ce qu'on appelle l'ancrage par le prix. Ou par le nombre, qui est que si demain on négocie quelque chose, si je te donne d'abord un premier chiffre qui est par exemple 200, en fait, toi, ça va s'ancrer en toi et derrière, tu vas négocier autour de ce chiffre. Alors, sauf si, bien sûr, il y a une dissonance particulière entre ce que tu souhaitais vraiment. Si tu souhaitais 1 et que je te donne 100, là, ça va pas marcher. Mais si tu avais dans l'idée d'être dans ces prix-là aussi sans idée précise, en fait, si je te donne un prix en premier, tu vas être ancré et tu vas être, pour moi, manipulé pour raisonner autour de ce chiffre. Bah oui, c'est ce qui s'est passé avec, par exemple, ça c'est un petit exemple avec Bruno Le Maire, quand il a convenu avec le patron de Total, qui s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le patron de Total, ils ont convenu que le prix de l'essence ne dépasserait pas 2 €. Mais en fait, c'est manipulateur aussi cette histoire. Parce que, imaginez, un gouvernement se dit, là, les gens commencent à râler, l'ambiance sociale devient délétère à partir de 1,8, 1,85, 1,9 €. Voilà. Et donc, quand on dit aux gens, non mais vous inquiétez pas, ça va pas dépasser 2 €. Et ben, à partir de là, le prix de l'essence pourrait être à 1,980 € jusqu'à la fin de l'année, les gens vont pas râler. Parce que, non mais c'est bon, là, ça va pas aller au-delà de 2 €, donc voilà. Alors que si on n'avait pas dit ça, eh bien les gens auraient râlé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est super fin, ça, comme histoire. Et ils sont loin d'être bêtes. Et quelque chose me dit qu'il est tout à fait probable qu'en fait, ils savaient très bien que le prix du baril ne dépasserait pas un chiffre, tu vois, précis, qui ferait l'essence à plus de 2 €. Et en fait, ils se disent, mais finalement, justement, on sait très bien que d'ici la fin de l'année, au vu de ce qui va se passer, ça va passer 2 € le litre. Mais justement, on va faire cette promesse, vous inquiétez pas, ça va pas se dépasser de 2 € le litre, et du coup, les gens, ça va, ils sont rassurés, quoi. Ouais. Alors que sans avoir dit ça, les gens auraient commencé à râler à 1 €, 1,9 €. Tu vois, ce genre de choses. C'est un peu ce que tu dis, justement. Ouais, mais c'est vachement marrant parce que, tu vois, moi, je parle de prise de décision, et c'est vrai que je trouve qu'il y a un parallèle très fin, enfin, un parallèle qui est vraiment fort entre, toi, tu as une vision très manipulation, et ce qui est intéressant, et tu vois, moi, une prise de décision, donc, et c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de correspondance, en fait, et c'est vachement intéressant. J'en reviens parce que tu vois, on parlait de manipulation par la peur, manipulation par les chiffres, manipulation il y a plein de biais, mais en fait, on pourrait aussi manipuler par plein d'autres biais, par du visuel, par de la couleur. Il y a tout un tas de manières de manipuler, en fait. Ah oui, ouais.
Est-ce que t'en connais, tu pourrais nous donner les quelques grandes que toi tu connais, qui sont voilà, peut-être utilisées dans la vie de tous les jours, des choses comme ça? Bah oui, évidemment, il y en a plusieurs. Mais dans quel domaine? On va dire dans la vie courante, ce qui va nous intéresser tous. Dans le commerce ou Ouais, dans le commerce par exemple. Dans le commerce, il faudrait un peu précis parce que là comme ça, bon, dans la vie courante, par exemple, j'en parlais, le toucher c'est extrêmement fort. Quand quelqu'un vous touche, il crée avec vous une connexion. Et c'est difficile de se libérer de quelqu'un qui vous a touché. Parce qu'en fait, le contact peau à peau, il faut chercher le peau à peau, eh bien, ça crée une sorte de dépendance affective. Une sorte de. Alors, c'est pour ça qu'il y a des gens, ils vont vous saluer, rester 1 seconde de plus ou 2 secondes de plus à vous serrer la main. Ça suffit. Ou simplement toucher l'épaule. Et voilà. C'est pas tripoter, hein, c'est juste un contact physique. Ça marche très bien. Ce qu'on connaît aussi très bien, c'est la règle de la réciprocité. C'est quand on vous doit quelque chose, se sentir coupable, se sentir redevable. Quelqu'un vous donne quelque chose et vous donne un service et après vous vous sentez redevable. Et ça, les entreprises le font très bien. Par exemple, il y avait des tests comme ça qui étaient menés où on vendait des pizzas dans un intermarché. Et puis, il y avait plusieurs tests. Alors, le commercial, à l'entrée du magasin, ils vont dire « Bonjour, monsieur, en vous touchant l'épaule, nous vendons des pizzerias au fond du magasin. Allez-y, elles sont excellentes, vous allez voir, vous allez vous régaler. » Donc, le toucher, ça avait beaucoup d'importance. Et aussi, donner un morceau de pizza. Bonjour monsieur, voici un morceau de pizza, voilà, allez-y, goûtez-le, et donc vous les avez en entière au fond du magasin. Et en fait, le fait de nous donner quelque chose, eh bien, on se sent redevable. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours se méfier quand quelqu'un vous donne quelque chose, parce que après on se sent un petit peu, vous voyez, il m'a donné quelque chose, donc voilà, ça c'est la règle de la réciprocité. Après, par exemple, toujours cette même pizza, donc vous me demandez, mais combien coûte cette pizza? Ah, les pizzas coûtent 30 €. Ah, 30 €. Ah oui, non, excusez-moi monsieur, non, je vous dis n'importe quoi, elles coûtent 15 € les pizzas. Ah oui, d'accord, c'est pas le jeu. Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle le pied dans la porte, c'est qu'on donne un chiffre très élevé. Du coup, c'est un peu ce que tu disais, on se fait une représentation, c'est trop cher. Et puis, finalement, non, c'est 15 €. Bon, ok, finalement, c'est pas si cher que ça. Alors qu'on aurait dit d'emblée 15 €. Ah, c'est quand même cher pour 15 € pour une pizza. Mais ils sont dit 30 au départ, voilà. Alors, typiquement, c'est ce que font les enfants. Par exemple, papa, maman, est-ce que vous pouvez m'emmener tout un week-end chez des copains à Paris? Oh non, ça va pas ou quoi? Il faut t'emmener à Paris? Ouais, carrément, il faut m'emmener à Paris. Non, on va pas faire ça. Ouais, bon, ok. Bon, est-ce que au moins je peux aller à l'anniversaire à côté, là, c'est qu'à 30 km. C'est un copain aussi, 30 km. Et là, les parents, bon, ok, voilà. Donc, en fait, il y a les deux. Il y a un peu de réciprocité et puis le pied dans la porte. C'est-à-dire que vous faites une requête très forte. Donc, non. Mais par contre, après, la requête paraît plus légère. Donc, ok, c'est bon. Et puis, la règle aussi, un petit peu de réciprocité. C'est-à-dire que l'enfant fait la concession. Bon, ok, bon. Est-ce que, au moins, voilà. Du coup, tu as concédé de diminuer ta requête. Du coup, moi, je veux concéder de l'accepter. Ça, c'est entre autres, quoi. Là, c'est vrai qu'on parle de vie courante, mais c'est un domaine qui est aussi complètement applicable dans le domaine des entreprises aussi, hein, et qui marche beaucoup aussi dans le domaine des entreprises. Ah oui. Ça se développe beaucoup. Alors, tu vois, moi, j'aime bien parler de quand pour les décisions notamment impactantes des entreprises, par exemple avec des acquisitions, des cessions, des gros conseils d'administration. Et en fait, il y a toutes ces règles-là qui peuvent s'appliquer parce qu'on est dans la relation humaine. Ah oui, complètement. Ouais. Et j'avance un peu sur le thème, parce que c'est vrai que là, on dit, et c'était ma question, un peu volontaire de comment on manipule. Mais est-ce que ma deuxième question, c'est est-ce qu'on peut s'en prémunir de la manipulation? Ah oui, c'est d'ailleurs ce que dit Robert Cialdini, c'est celui qui a écrit le livre Influence et manipulation. C'est une des bibles dans ce métier-là. C'est pour ce sujet-là, c'est que plus on connaît les techniques, plus évidemment on s'en protège. Alors,
on est tous manipulables, ça, il n'y a pas de secret, tout le monde est manipulable, même quelqu'un qui connaît très bien le sujet sera manipulable. Par contre, on est plus difficilement manipulable, et puis surtout, on peut les repérer, on peut voir un petit peu les trucs. Ouais. Et typiquement, par exemple, il y a eu des expériences menées dans les années 60-70, parce que aux États-Unis, les universités américaines, Yale, Harvard, tout ça, ont beaucoup réfléchi sur le nazisme et comment ça se fait qu'une population éclairée, la population allemande, qui était loin d'être bête, faut comprendre ça, comment elle a pu s'embarquer dans un délire comme ça extrêmement violent, et comment elle a pu autant se faire manipuler. Et le traumatisme a été énorme, évidemment pour la population allemande, mais aussi pour la population mondiale, de se rendre compte que finalement, assez facilement, un individu, au départ seul, peut finalement entraîner toute une société dans des violences et des abominations. Et par exemple, alors on connaît tous l'expérience de Milgram, l'expérience d'autorité, mais il y en a une autre, c'est l'expérience de Stanford, alors qui est un petit peu controversée, mais je pense qu'elle est intéressante quand même. C'est comment, selon votre métier, vous allez être, votre comportement va changer. Selon les responsabilités qu'on vous donne, votre comportement va changer. Et donc l'expérience de Stanford, c'est que c'est un professeur d'université qui avait donné des rôles. Oula, il y a quand même beaucoup de bruit là. On a une tempête. En plus, c'est vrai que c'est une tempête là en ce moment. Ah oui. On s'excuse pour le bruit occasionné, mais ça se peut qu'on entende. Par exemple, donc cette expérience de Stanford, c'est qu'un professeur il a dit en début d'année, en fin d'année, on va faire une expérience où certains seront geôliers, d'autres seront prisonniers, et d'autres seront administrateurs d'une prison que je vais constituer dans l'université. Et il avait fait ça de façon complètement aléatoire. Parce que justement, il avait donné les rôles en début d'année de façon à ce qu'il ne puisse pas être lui-même influencé par sa connaissance des étudiants. Et donc, plus tard dans l'année, il a en effet reconstitué une prison avec des barreaux, avec des tenues, etc. Et il s'est avéré que les personnes qui avaient le rôle de tortionnaire, de geôlier, commençaient pour certains à adopter des comportements violents. Alors ça passait par des petites choses, des remarques, des réflexions, des rires, un humour plus que bizarre. Et il a remarqué aussi que de l'autre côté, ceux qui étaient donc avaient le rôle de victimes, développaient des troubles de persécution et leur personnalité aussi changeait. Et donc, cette expérience-là a montré que dans un système dictatorial, lorsque vous vous retrouvez en position d'être tortionnaire, finalement, vous allez changer et votre personnalité va changer parce que finalement, vous êtes amené par les événements à évoluer avec les responsabilités qu'on vous donne. Donc, c'est pour ça que, alors ce qu'on appelle aussi la caractérisation, c'est qu'on vous attribue à une qualité et puis finalement vous voulez coller à cette qualité qu'on vous donne. Et finalement le fait de connaître cette expérience fait que le jour où on vous dit tiens du coup là je te propose d'être président de l'association et tu as des nouvelles responsabilités, tu fais maintenant c'est ton nouveau tes nouvelles responsabilités. Se dire attention, c'est pas parce que j'ai cette nouvelle responsabilité, c'est pas parce que qu'on me confie cette responsabilité que pour autant je vais changer et je vais me transformer. Je vais garder ma nature profonde, je vais garder mon libre arbitre, je vais garder mes caractéristiques profondes malgré ce nouveau statut qu'on m'a donné. Et on connaît plein de gens qui tant qu'ils ne sont pas en responsabilité, ce sont des gens adorables. Et puis quand ils deviennent responsables, quand ils deviennent managers, ça devient des tortionnaires. Et pourquoi ce ne sont pas des mauvaises personnes ? C'est juste que le nouveau statut les transforme. Et ça, c'est l'essence de Stanford. Et donc, pour ne pas se faire avoir par ça, le fait de la connaître fait que justement, on fait attention. Pareil pour l'essence de Milgram et autres. Ouais. Donc il y a vraiment... Alors, je ne veux pas dire qu'on ne peut pas se faire manipuler, mais on peut éviter d'être manipulé ou voir les schémas de manipulation quand on connaît bien on connaît les schémas, en fait. Et on peut les repérer, et les identifier et les éviter.
C'est ça. Moi, je regrette toujours que dans l'éducation nationale, il n'y ait pas des cours qui soient donnés sur la manipulation, parce que ça permettrait d'éviter vraiment d'énormes conséquences dramatiques pour des hommes, des femmes, parce que combien de femmes se font manipuler par un compagnon, et puis au début, elles rentrent dans le schéma, et puis à la fin, ça devient de la violence conjugale, alors femmes et hommes, évidemment, alors que parfois, il y a des choses qui seraient repérables si on les connaissait. Si on les connaissait. Et peut-être que, alors je dis pas que c'est une solution, hein, mais peut-être que pour certaines personnes, du moins, le fait de se rendre compte des procédés qui sont utilisés contre mon intérêt, le fait de se rendre compte de ce procédé pour le nommer, en fait, nommer les choses, ça permet aussi de s'en détacher et de s'en protéger, et de se dire, ah, mais là, il fait comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça, mais ça me rappelle tel schéma de manipulation. Et peut-être que dans certaines situations, ça permettrait justement de se mettre en retrait et de se dire, bon, voilà, non, je vois le truc arriver, je vois ce qu'il essaie de faire, et voilà, je fuis. Et la dernière question que j'aurais, puisqu'on aura déjà bien introduit le sujet, parce que je pense qu'on pourrait en parler tous les deux pas mal de temps, c'est, parce que là on parle beaucoup de la manipulation dans des contextes un peu négatifs, une volonté négative, mais en fait la manipulation n'est pas que négative. Non, non, bien sûr que non. Non. C'est quelque chose qui alors, il y a des dérives négatives, mais comme ce que tu disais tout à l'heure, il y a des outils, c'est un outil qui a un usage négatif, parce que la plupart du temps, il est connu pour être négatif, mais on en parlait un tout petit peu, mais ça a aussi des usages très positifs, une volonté de bien faire, ou de bien orienter les gens, de vraiment une bonne intention initiale. Bah oui, par exemple, je peux donner les circonstances dans l'enseignement, par exemple. Moi, ça m'est arrivé, on est dans une classe, et puis un élève fait du bavarde, il est insupportable, c'est compliqué, il dérange le cours. Et donc, je peux l'exclure de cours, donc accompagné du délégué classe, et puis, en fin de cours, je lui demande de lui parler. Voilà. Et je vais avoir un ton sec, un ton sévère. Là, il faut que je te parle. Donc, devant les copains, voilà, il le voit. Et le cours, donc ça, c'est la fin du cours. Et à ce moment-là, changement de ton, rupture de ton. Là, je m'adoucis, je m'assois à son niveau. Par exemple, s'il est assis ou debout, enfin bref. C'est-à-dire que je me mets au même niveau. Et là, je change de ton, rupture de ton. Et donc ça c'est un procédé de manipulation, hein, les ruptures comme ça de ton, parce que ça déconcerte. Et puis, écoute, là, il y a un problème, là. Mais juste, il y a un problème, là. L'amener à réfléchir. Comment ça ? Bah, tu sais bien ce qui s'est passé aujourd'hui, tu bavardais. Bah, ouais. Et en fait, dans la discussion, eh bien, finalement, déjà, là, on crée quelque chose, on crée une connexion. Et après, lui dire, bon, écoute, je sais bien que tu es quelqu'un d'intelligent. Franchement, là-dessus, j'en ai parfaitement conscience. Donc là, on fait de la caractérisation. On le dit qu'il est intelligent. Quelqu'un à qui on dit qu'il est intelligent, il ne veut pas décevoir. Il peut pas. C'est compliqué après de faire l'idiot quand on a l'image de quelqu'un d'intelligent. Donc là, c'est de la caractérisation. C'est un procédé. Donc voilà, je sais que tu es quelqu'un d'intelligent, et pourtant, là, aujourd'hui, tu bavardes, tu fais n'importe quoi, tu me déranges. Après, moi, je peux te comprendre, hein, parce que bon, j'imagine que tu as eu un week-end avec tes copains, et l'idée d'écouter Maupassant pendant 1 heure, voilà. Là, on crée une connexion, l'empathie. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine fois ? Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour que moi, je puisse faire le cours, et puis toi, que par rapport à toi, tes préoccupations, comment on fait ? Et lui laisser la liberté de choisir un petit peu la solution. Et autre phrase très manipulatoire, écoute, tu es libre, hein. Soit on trouve une solution tous les deux, ou soit je passe par la hiérarchie, ou tu seras exclu, etc. Tu es libre d'eux, ça c'est très manipulatoire. Et donc au final, l'élève va dire, écoutez, ce qu'on fait, c'est que si je bavarde, oui, parce qu'on sait très bien que tu vas bavarder. Si je bavarde, je sors de cours, et puis je me calme, et puis je reviens quand je suis plus calme. Oui, mais tu vas pas faire ça à chaque fois, hein, ça te galère. Bon, du coup, ok, vous me donnez un exercice en plus à faire à la fin du cours. Ok. Et on met pas ça par écrit, il s'engage, signé.
Et ça, c'est la pure manipulation. Hein. Parce qu'on fait de la caractérisation, on joue sur l'empathie, on joue sur les ruptures de ton, on donne la liberté, on donne l'illusion de liberté de l'élève, etc., etc. Mais c'est dans son intérêt. Parce que finalement, le cours d'après, je vous parle d'expérience, hein, le cours d'après, finalement, il ne parle pas. Et il ne parle pas parce qu'il n'a pas envie de parler, il ne parle pas parce qu'il n'a pas envie de vous décevoir. Vous avez dit que c'était quelqu'un d'intelligent. Donc il n'a pas envie de vous décevoir. Et puis en plus, il y a un contrat qui est donné, c'est que c'est moi-même qui ai dit que si je parlais, j'aurais un exercice supplémentaire. Donc le contrat, il est marqué, il est signé. Et à partir de là, eh bien, l'élève, au final, il bavarde beaucoup moins. Et puis c'est un élève qui suit le cours et qui, tu vois, tout se passe bien pour lui aussi, quoi. Ouais. Donc ça, c'est réfléchi, mais c'est dans l'intérêt de la personne. Voilà. Et c'est là où c'est vraiment un aspect très plus positif et je propose qu'on finisse un peu sur cette note, parce que je voulais quand même qu'on finisse sur une note positive de la manipulation, parce que c'est pas un sujet que négatif. En tout cas, merci beaucoup Olivier pour m'avoir bien présenté, nous avoir présenté à tous ce sujet. Et puis ma dernière question, c'est si on veut te contacter, alors soit pour parler de manipulation, mais aussi pour parler de ton autre métier, enfin de ton vrai métier, oui. Comment on fait pour te contacter ? Tout simplement le site internet studiodesartsnumériques.com. Puis voilà, il y a toutes nos informations, toutes nos coordonnées dessus. Et puis on a aussi un Instagram qui marche bien. Voilà, parfait. Voilà. Et merci beaucoup. Merci François. À très vite. Hop. Avant de nous quitter, je te propose un petit débrief pour faire le point sur l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Et si on passait au débrief de cet épisode ? Vous en avez l'habitude maintenant, à chaque fin d'épisode, j'aime bien revenir sur quelques points qui m'ont marqué. Ici, je ne reviendrai pas tellement sur les exemples. Je pense que ça a été parlant, l'échange avec Olivier a été super clair, super intéressant, je trouve. Et j'avais déjà pu, comme j'ai pu le mentionner plusieurs fois déjà, j'avais déjà pu voir une conférence avec lui et on est vraiment rentré dans les détails et c'était vraiment très intéressant. C'est d'ailleurs ce qui m'avait amené à avoir cette idée de podcast avec lui. Du coup, la manipulation. La manipulation, je suis très heureux d'aborder cette thématique au sein de ce podcast parce que on pourrait croire, et c'est d'ailleurs ce que moi j'ai cru pendant longtemps, que la manipulation était quand même quelque chose de très négatif, qu'on pouvait avoir une approche très négative de la chose, c'était toujours pour faire le mal. Mais avec la documentation que j'ai cherchée et puis l'échange avec Olivier, on peut voir que la manipulation, c'est comme beaucoup de choses, c'est des techniques. Et après, l'intention qu'on en met derrière est une chose différente. Mais surtout, et j'en viens à la prise de décision, ce qui m'intéressait d'autant plus, c'est ce lien assez fort entre cette manipulation et le fait que ça anticipe, on anticipe, on influence la prise de décision. Et je reviendrai sur cette notion de biais cognitif là, que j'aborde depuis un certain nombre de temps sur les podcasts. En fait, c'est ce qui m'a fasciné ici, et c'est ce qui me fascine d'ailleurs toujours, c'est comment, à travers une certaine situation, un certain lexique, une certaine formulation de phrases, on peut amener les gens à biaiser une décision et à les obliger à aller dans une décision. Et ça, je trouve ça assez fou. Après, l'usage est propre à chacun, je dirais, mais quand on voit cette connexion entre la manipulation et la prise de décision, on se dit qu'il y a beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses qui sont faites d'ailleurs, ça me fait penser à des choses sur la publicité et le marketing qui sont de manière souvent cherchent à nous influencer, cherchent à nous manipuler. Donc voilà. En tout cas, j'ai trouvé que c'était un épisode très intéressant et un sujet à explorer. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. À très vite. Voilà, c'est fini. Bon, premièrement, j'espère que cet épisode t'a plu, que t'as pu apprendre des choses, que ça a pu t'inspirer. Et bien sûr, si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager, à liker, à le partager, à liker, et tu as compris, à le partager.
ça m'aiderait grandement, en tout cas, si tu le fais, ça serait cool. Voilà, je t'embête pas plus. Je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle conversation passionnante.